Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture de ce mois de juillet 2023. Vous me suivez ? Oh, et par avance, je m'excuse pour la luminosité qui risque de beaucoup varier pendant tout le tournage parce qu'il fait un coup beau, un coup moche. Donc c'est un peu dur à régler à chaque fois. Et il est aussi possible que vous entendiez de temps en temps mon chien qui se demande pourquoi je parle toute seule à une caméra et qui me surveille en même temps. Dans un premier temps, je vais vous parler des déceptions de ce mois de juillet. Alors j'en ai pas eu énormément, heureusement. J'ai eu beaucoup plus de très belles découvertes et notamment de très belles découvertes numériques. Mais il y en a deux notamment dont j'aimerais parler avec vous. Alors sachez toujours que si je dis déception, c'est vraiment un grand mot pour parler de ces livres-là. C'est généralement des livres avec lesquels j'ai eu quelques difficultés sur certains points, mais ça ne nie en rien leur qualité sur d'autres aspects. Sachant que toujours, mon avis est subjectif, que si je n'aime pas un livre, vous pouvez tout à fait l'aimer et c'est normal. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de La fille au sans visage de Loïc Le Borgne aux éditions Fleurus qui me l'ont envoyé en version numérique. Pour ce livre, on part vraiment du postulat où on est donc déjà sur un roman jeunesse qui va se passer vraiment dans un futur plutôt lointain où les habitants ont à disposition des nouvelles technologies qui leur permettent de changer de visage chaque jour. Et c'est même limite une norme que de le faire, sinon en fait ça révèle un peu votre pauvreté parce que vous ne pouvez pas suivre les nouvelles tendances de visage qui peuvent émerger. On va suivre notamment une jeune fille qui s'appelle Sue qui a 14 ans au début du roman et qui elle a toujours évolué dans cette société là sans jamais trop se poser de questions. Voilà, elle suit un peu ce qui se passe, elle est juste un peu intriguée par ce qui se passe en dehors des murs de la cité parce que cette cité est vraiment comment dire, très cloisonnée et que finalement elle ne connaît pas grand chose des personnes qui peuvent vivre en dehors. Elle sait qu'ils sont considérés comme sauvages, de mémoire c'est même comme ça qu'ils sont appelés, et donc ça l'intrigue énormément jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un jeune homme, d'un garçon de son âge qui s'appelle Lou et qui vient justement de derrière ces murs. Un enchaînement d'événements qui vont provoquer la rencontre des deux mondes de nos deux héros et l'occasion pour la jeune Sue aussi de se questionner sur ce qui a toujours été son quotidien et sur les malversations qui sont cachées derrière. J'en dis pas plus parce qu'au niveau de l'histoire, je vous invite vraiment à vous lancer sans trop avoir connaissance de tous les petits détails de l'intrigue, c'est mieux. Donc j'avais demandé ce livre-là parce que l'histoire de base m'intriguait énormément. Je voulais voir comment on pouvait se dépatouiller avec une intrigue pareille, mais j'ai eu quelques petites déceptions au cours de ma lecture qui ont fait que j'ai refermé le livre en n'étant pas forcément totalement convaincue par l'ensemble. Moi, le point que je reproche en grande majorité à ce livre-là, c'est la façon dont c'est écrit. Ça m'arrive pas souvent d'être autant gênée par l'écriture ou la façon dont l'histoire en tout cas est construite. Mais en fait, pour vous donner un exemple, j'avais un peu l'impression de lire un livre Wattpad. Parce qu'en fait, c'est des phrases très courtes, soit, moi j'aime bien, ça donne un certain dynamisme, sauf que en fait, chaque fin de chapitre coupe l'action en plein élan. Pour recommencer après, comme si en fait on avait besoin d'être teaser à chaque chapitre pour poursuivre la lecture. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en soi l'histoire, on est embarqué dedans, on veut savoir ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à ces systèmes là pour qu'on se dise mince, il faut que j'enchaîne le prochain chapitre. Et c'est même du coup pénible parce que au bout du compte, chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un peu intéressant où on se dit ah ça y est l'action elle décolle vraiment, bah non en fait c'est freiné d'un coup pour reprendre dans le chapitre suivant mais avec cette impression qu'on est stoppé en plein élan. Puis surtout ça crée une espèce de lassitude en fait parce qu'au bout du compte ça donne un côté répétitif alors que comme je le dis c'est que l'histoire elle est pas du tout répétitive mais ce côté répétitif créé par la façon dont c'est écrit, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'en fait ça nuit carrément à la fluidité de notre lecture. Autre bémol aussi dans cette lecture, c'est sa rapidité. En fait, moi j'aurais bien aimé voir l'univers davantage développé et l'action aussi davantage développée. En fait, comme je disais, c'est que ça va trop vite, tout va trop vite à se mettre en place. Par exemple, si on cherche une personne, on sait pertinemment que le chapitre suivant, on aura trouvé cette personne ou qu'on l'aura pas trouvée, mais en fait on aura la réponse directement au chapitre suivant et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que pour un roman avec un potentiel aussi grand qui s'adresse plutôt quand même à des lecteurs à partir de 12-13 ans, ça donne un côté ultra simplé en fait à toute l'histoire, comme si un enfant de cet âge là pouvait pas comprendre une histoire plus développée. Et en plus de ça, c'est que vraiment j'aurais vraiment
apprécié de voir cet univers davantage développé, ou même les personnages, et d'avoir voilà des petites surprises, des petits rebondissements. Au lieu de ça, ça a été vraiment une lecture mais très plate, très calme. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai été surprise, à aucun moment j'étais en mode ah ouais ça c'est un choix intéressant ou un revirement soudain mais qui apporte quelque chose de plus. Là c'est juste on te déroule un tapis, tu suis le chemin et puis c'est tout en fait, il se passe pas grand chose, t'as pas énormément d'émotions en fait en lisant le texte. Mais au-delà de tous ces points négatifs, il faut quand même reconnaître que au niveau de l'histoire, de son originalité, j'ai trouvé ça super intéressant parce que on s'adresse du coup à un jeune lectorat auprès de qui ce genre de thématique, donc tout ce qui est apparence, peut vraiment faire penser aux réseaux sociaux notamment et apporter des pistes de réflexion qui sont quand même sympas. Vous n'êtes pas sur une histoire hyper originale dans son développement malheureusement, je trouve qu'il y a quelques opportunités de louper. Après, pour un lecteur voilà, de 12-13 ans, voire un peu moins s'il lit bien, mais 12-13 ans, pas très grand lecteur, voilà, qui cherche vraiment quelque chose d'accessible dans lequel il peut se plonger et ou qui lit pas mal de livres sur Wattpad, pourquoi pas tenter. En dehors de ça, si voilà, si c'est déjà un lecteur ou une lectrice très expérimentée entre guillemets, bah j'ai un peu peur qu'il y ait ce côté ennuyeux qui ressorte surtout dans la façon dont c'est construit en fait. Alors on va enchaîner parce que du coup je me suis quand même beaucoup attardée sur la précédente déception et je vais vous parler de ma deuxième déception, donc c'est Les ombres aussi ont peur du noir de Philippe Leroy aux éditions Rageot. Premier abord quand j'ai fait la demande auprès des éditeurs, ça avait l'air d'être un roman un peu horrifique et comme c'est pas quelque chose qui a énormément je trouve en tout cas de bienfaits ou de sympa à proposer aux clients de partir de 12-14 ans, et bah je me suis laissée tenter pour savoir de quoi il en retournait. Et autant le précédent livre, je peux lui trouver des qualités, je peux le recommander quand même, autant celui-ci j'ai eu énormément mal à le lire. Pour tout vous dire, je l'ai même arrêté. Alors comme je l'ai lu sur mon téléphone, ça m'a permis de savoir à peu près à quel niveau je me suis arrêtée et j'ai pas pu aller plus loin que 30% du livre. D'habitude, j'essaye au moins voilà, d'aller un peu plus loin, mais là juste je pouvais pas. La lecture ça me passionnait pas du tout, je m'ennuie comme un rat mort, je trouvais pas de points positifs, donc je vais vous le présenter rapidement ce qui n'a pas été et je veux pas aller plus loin parce que j'ai pas envie non plus de l'enfoncer de trop. Pour l'histoire, on tourne autour du personnage de Mathis. Mathis qui est un jeune adolescent qui vient d'un milieu relativement très aisé. Ce jeune homme, il doit hériter de l'entreprise familiale et son père lui met vraiment une pression colossale par rapport à ça parce que justement les remarques homophobes, sexistes et j'en passe, c'est en grande partie le papa qui ne comprend pas son fils qui va forcément, il est dans la période où il se cherche, il se construit, donc ça amène à plein de questionnements, pas toujours très évident à suivre mais soit. Et tous ces protagonistes vont se retrouver autour d'un château, le château du domaine familial dans lequel je crois de mémoire Mathis doit passer ses vacances. Donc c'est un peu l'occasion aussi bien pour lui de trouver des réponses et les fournir à son père, mais en même temps d'explorer le passé du château parce que ce château il a vraiment une sale atmosphère, il a pas mal de mystères et Mathis en fait il connaît rien de l'histoire de ce château. Il sait juste qu'il est pas à l'aise, qu'il a l'impression qu'il y a quelqu'un dedans et en fait à aider son ami, les deux jeunes adolescents vont plus ou moins voilà, chercher à comprendre ce qui se passe derrière et à se comprendre en même temps. Le gros souci ça a été déjà le fait que je déteste profondément chacun des personnages et l'ambiance même du roman. J'ai déjà lu des romans horrifiques et c'est pas le genre qui me rebute, mais là juste ça l'a pas fait. Je n'ai pas du tout aimé l'ambiance proposée, les personnages je vous en parle même pas parce qu'autour de ces personnages il y avait un système de il y avait une relation familiale qui était vraiment très particulière aussi, hyper étrange mais pas dans le sens horrifique à base de secrets qu'on laisse planer grossièrement auprès du lecteur, qu'on sous-entend de façon appuyée pour nous dire bon reste jusqu'à la fin, on te dira le secret en question, de questions indiscrètes sur l'orientation sexuelle mais vraiment des phrases qui m'ont fait plus que tiquer, et sur l'identité de genre également. Vraiment il y avait tout un rapport à la sexualité qui moi j'ai trouvé ça vraiment, enfin c'était pas horrifique quoi, c'était juste gratuit. Ou j'avais une autre phrase qui m'avait tiqué, je l'ai relevée parce que tellement ça m'avait perturbée. C'était un truc en mode de près avec son visage de princesse autrichienne et sa poitrine qui grossissait d'année en année, pas de doute c'était bien une fille. Et j'ai trouvé en fait ce côté très malsain, très pervers du regard
du narrateur horrible à suivre. Je veux bien que quand on est ado, on se pose des questions et c'est normal parce qu'on se construit à ce moment-là sur son identité de genre, sur son orientation sexuelle, mais c'était vraiment amené de façon très malsaine. J'ai vraiment pas accroché et voilà, pour vous dire, j'arrête à 30%. C'est juste que c'était ça tout le long quoi. Enfin moi je remarquais que ça, je pouvais même plus profiter entre guillemets du cadre un peu horrifique ou de ces mystères qu'on nous fait planer un peu de façon grossière. Il y a aussi en problématique la vision de l'adolescence avec, bon à base forcément de très nombreux clichés, alcool, fête, sexualité, j'en passe, vulgarité, violence, blablabla. Bla bla. Alors je veux bien, mais à nouveau en fait c'est la façon dont c'est amené. Puis c'est tellement récurrent en fait de voir ce schéma là que tu te dis bon c'est pas toujours le cas et puis pas de cette façon là. Des remarques homophobes, des remarques sexistes à tout va, au bout d'un moment j'en pouvais même plus. Sachant qu'en plus autour de ça, bah l'histoire ça me semblait même pas crédible. Les mystères à la rigueur encore ça m'intéressait un peu, je voulais savoir. Mais en fait tout le reste j'y croyais pas. Alors que je me dis dommage parce que dans un roman un peu horrifique, un peu roman noir, bah tu dois être plongé dans l'ambiance. Tu dois vraiment être dedans et vouloir avoir le dernier mot. Là pas du tout. Et surtout que progressivement en fait on commence à t'ajouter des éléments donc liés à ce mystère, liés à l'intrigue en général et en fait tu te dis comment tu veux me combiner les deux, juste c'est pas possible et je vois pas où est-ce qu'on va nous m'amener en fait. Parce qu'à un moment donné c'est parti alors j'ai tout noté hein. C'est parti dans un délire de sorcière, de malédiction, de nazis, d'années 30 et en fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, bref tous les éléments que je vous ai mentionnés au préalable, ça fait qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus. Et en fait ça m'a juste trop épuisée, j'avais plus aucun plaisir à le lire, je trouvais ça trop malsain, l'ambiance était pas assez immersive, l'histoire je savais pas où on allait m'embarquer et j'avais même pas envie particulièrement de savoir. Donc j'ai arrêté, mais après libre à vous évidemment d'apprécier le livre, de me dire en commentaire que j'aurais dû continuer etc. parce que je veux tout à fait l'entendre que peut-être il fallait aller plus loin pour accéder à une subtilité que je n'ai pas eu. Mais vraiment ça l'a pas fait. Cette fois-ci on va s'attaquer à mes coups de cœur. Il y en a quand même pas mal. Et je vais d'abord commencer par un roman de littérature, donc La race des orphelins de Oscar Lalo, qui a été pour moi une très belle découverte. Pour l'histoire, je vais pas trop approfondir parce que à nouveau je vous invite à vous lancer vraiment les yeux fermés. On va tourner autour d'une partie de l'histoire durant la Seconde Guerre mondiale qui est pas forcément la plus connue, avec Hildegard Müller qui est une vieille dame qui fait appel à un scribe pour retranscrire ses mémoires autour de cette période historique durant laquelle elle est née. Sauf que elle a pas vraiment beaucoup de souvenirs de cette période là et pour autant c'est une partie de l'histoire avec un grand H et de l'histoire avec un petit H qui ont beaucoup pesé sur toute son existence et tout au long de ce roman, elle va chercher à nous en parler, à mettre des mots sur ce qui s'est passé. C'est un livre qui, quand il est sorti, j'ai noté en août 2020, m'avait beaucoup tenté. Donc au bout d'un moment, j'ai craqué, surtout que je l'ai vu d'occasion, donc c'était le moment. C'est un sujet de la Seconde Guerre mondiale qui, comme je l'ai dit, ça tourne autour d'un sujet de la Seconde Guerre mondiale qui est pas forcément connu et en plus qui est vraiment tabou. Donc j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, ce format-là un peu de journal. Ça fait penser à beaucoup d'autres œuvres littéraires, en particulier le journal d'Anne Frank auquel on fait référence. Et ça donne une dimension, je trouve, plus intimiste mais également plus concrète également de cette histoire-là. Surtout qu'au-delà de ça, il y a vraiment un travail autour de cette notion de journal, d'oralité en fait, de passation de la mémoire, qui est très intéressant parce qu'on est vraiment des chapitres très courts. Donc là c'est vraiment un chapitre et là un autre, où c'est par journée, en fait il y a des journées où elle va plus parler à son scribe et d'autres pas du tout, où elle va avoir plus de mal à parler de ce qui s'est passé ou à mettre des mots pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est un livre qui est au-delà de cet aspect un peu émotionnel, humain, qui va être sourcé. On sent que l'auteur derrière a mené des recherches parce qu'on a le droit à des chiffres, on a le droit à des faits historiques vraiment contextualisés, ou en tout cas pas de façon hyper poussée non plus, mais de façon à ce que on ait les clés en main pour comprendre les enjeux des événements dont Hildegard Müller va nous parler. Et comme je le disais, ça donne vraiment cette impression non seulement de concret, mais en fait aussi d'humaniser toute cette partie de l'histoire et toutes les personnes qui ont vécu la même histoire qu'Hildegard Müller, qui souffrent encore ou qui ont souffert vraiment du silence autour, du tabou que c'était. D'autant plus que ce côté un peu oralisé, en fait on le retrouve avec avec le fait que la parole d'Hildegard Müller, elle est vraiment compliquée.
en fait à émerger. C'est une vieille dame voilà qui déjà elle perd un peu la mémoire de son côté et en plus de ça elle a pas avoir très peu de souvenirs de son enfance. Donc elle essaie de reconstituer avec des petits indices à gauche à droite, avec des réflexions plus larges, son histoire. Et en fait c'est vraiment une sorte de mémoire morcelée qui va se construire progressivement. C'est pas forcément le plus évident à lire, mais pour autant moi j'ai trouvé que ça donnait vraiment cette dimension plus humain, plus touchant peut-être aussi de ce récit. Et en plus de ça, on a vraiment le droit à des tournures de phrases des fois qui sont très très belles parce que c'est l'occasion pour Hildegard de réfléchir, de s'interroger sur sa place dans la société, sur le poids de l'histoire, sur plein de thématiques comme ça qui sont super intéressantes et toujours d'actualité à lire. Donc une très très bonne découverte, malgré des sujets lourds évidemment, mais ça reste nécessaire quand même d'en parler, de mettre des mots dessus et de donner à ces personnes-là une visibilité en tout cas. Alors ensuite j'ai eu un énorme coup de cœur pour un livre que j'ai reçu en numérique. Gros tracas pour Charlie Vega de Cristal Maldonado aux éditions Akata et ça a été une grosse pépite. On va suivre l'histoire de Charlie Vega qui est une jeune femme pétillante, drôle, hyper intelligente, créative. Elle est adorable à lire, vraiment c'est une des rares héroïnes où j'ai pris autant de plaisir à suivre le parcours. J'aurais autant aimé la rencontrer en vrai. Bref, une personne comme ça lumineuse et qui est grosse. Sauf que autant elle, de son côté, le fait d'être grosse, ça ne la dérange pas plus que ça. Autant autour d'elle, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, vous vous en doutez, niveau la société de manière générale, niveau scolaire, niveau familial également, parce qu'en fait elle vit avec sa mère qui est une ancienne grosse également, mais elle qui prêche les boissons énergétiques, les régimes, etc. Et il y a eu vraiment une incompréhension entre les deux jeunes femmes. Heureusement, à côté de ça, Charlie a une meilleure amie, Amelia, qui elle est un peu le cliché de la fille parfaite, à laquelle souvent Charlie va tenter de se comparer, surtout que l'histoire va tourner autour d'un jeune homme dont Charlie est éperdument amoureuse, sauf que ce jeune homme, il semble pas très clair par rapport à ses intentions vis-à-vis de l'ami de Charlie. Je simplifie vraiment l'histoire parce que c'est vraiment, vous êtes sur quelque chose un peu tranche de vie, autour de l'univers scolaire, autour de l'amitié, autour de la perception du corps, de l'acceptation de soi, etc. Et d'entrée de jeu, quand j'ai pris des notes en même temps que je lisais, j'ai noté que je me reconnaissais tellement dans la narratrice. Pas sur tous les points, il y a des trucs où forcément où je suis pas concernée par les mêmes thématiques, mais il y a des choses comme les premiers émois, l'écriture, le rapport au corps, les réseaux sociaux, bref, tous ces éléments-là en fait, c'était tellement bien dit. C'est mettre des mots justes en fait, c'est trouver les bons mots pour parler d'une thématique qui nous parle tous et toutes, avec toujours ces côtés très pétillants du personnage que je vous dirai tout le long de cet avis, mais que j'ai adoré. C'est le genre de lecture où vraiment vous prenez le temps de lire vraiment chacune des phrases, chacun des mots, parce qu'en fait chaque mot a son importance et c'est tellement parlant qu'on ne peut pas se permettre, on se donne pas l'occasion en fait d'en sauter quelques-uns histoire d'aller plus vite dans notre lecture. On veut continuer en fait de marcher aux côtés de Charlie et je vous avoue même que fermer le livre, même numériquement, c'était compliqué et j'avais vraiment envie de poursuivre plus loin. Et c'est d'ailleurs un livre où je suis sûre que je vais l'acheter parce que ça a été un très très gros coup de cœur. Le duo entre Amelia et Charlie, n'en parlons même pas, hyper efficace, elles ont toutes les deux des caractères très différents et en même temps elles ont une façon, un regard critique qui se porte sur certaines thématiques comme je vous le disais qu'on connaît tous et toutes, mais c'est si juste en fait, vraiment le terme c'est la justesse de ce roman dans le traitement de certaines thématiques. La narratrice Charlie, je vous avoue j'en suis tombée extrêmement amoureuse parce que clairement c'est le genre, elle est pétillante et en même temps il y a des moments où c'est plus compliqué et nous en tant que lecteurs on a envie de la prendre dans nos bras. C'est vraiment une expérience à part, ça m'est très peu arrivé d'être autant impliquée auprès d'un personnage, mais je la trouvais si touchante, si naturelle, si bouleversante que je pouvais pas m'empêcher de me sentir impliquée en fait dans ma lecture. Il y a des moments où je sentais par exemple le problème arriver et j'avais pas envie de tourner la page. Je me sentais juste trop mal pour elle, j'avais pas envie de la pousser entre guillemets vers le drame, même si c'est inévitable et même si ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais bon, c'est pour vous dire à quel point on est vraiment à fond dans le livre. Autre thématique qui est abordée avec beaucoup de justesse, c'est la question de la découverte du corps, de la sexualité, le fait que
il y a que des messages positifs en fait qui sont véhiculés et des messages mais ultra importants à cet âge où, enfin c'est vraiment un roman à destination ado, jeune adulte et c'est important parce que c'est un peu la période charnière, j'ai envie de dire, et voilà, de véhiculer autant de messages positifs et essentiels comme le fait de pas se sentir bousculé, c'est-à-dire que si quelqu'un vous demande à tout prix voilà, d'aller plus loin mais que vous vous sentez pas prête ou pas prêt, et ben n'allez pas. N'y allez pas, si vous n'êtes pas prêt, c'est tout. La personne en face, si elle sait pas s'adapter ou prendre en compte cet élément, c'est que c'est pas la bonne personne. Et ce genre de message, ben, je le retrouve tellement peu, certaines fois dans la littérature ado, jeune adulte, que quand ça arrive, et ben, ça fait du bien de lire des choses aussi belles, aussi positives. On va parler aussi d'autres thématiques essentielles comme le racisme. Vous vous en doutez, la thématique du poids, également la notion de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre vont être abordées. Toujours avec autant de délicatesse, de justesse, de messages positifs. On a aussi le droit à une romance logique, saine, tout ce que vous voulez, mais qui fait du bien à lire. Imaginez-moi voilà derrière mon écran à sourire, mais un sourire niais au possible, H24 quand il y a la romance en question qui se joue. Ça fait trop du bien au moral, c'est le genre de livre où ben voilà, j'avais pas envie de le terminer parce que j'étais juste trop bien dans cet univers là. Et donc bref, c'est vraiment le genre voilà de roman qui fait du bien, feel good j'aurais envie de dire, feel good tranche de vie, mais qui fait du bien à lire, qui change de tout ce qu'on peut retrouver un peu au niveau de la littérature jeune adulte adolescente. Alors il se passe pas grand chose concrètement, c'est pas le genre de roman où vous aurez mille et un rebondissements ou voilà des scènes d'action incroyables, mais en fait c'est bien aussi. C'est le genre de roman qui se pose, qui prend le temps de développer ses personnages, vraiment de nous proposer des personnages qui vont non seulement permettre d'aborder plein de thématiques comme je vous ai dit, mais en plus qui sont crédibles, qui sont des représentations je trouve plus fidèles que ce qu'on peut retrouver dans d'autres livres comme Parmi mes déceptions, de l'adolescence et des événements qu'on peut vivre à cette période là. Donc vraiment c'est un livre que je vous recommande 1000 fois. C'est l'une de mes plus belles découvertes de ce mois de juillet. J'ai eu des étoiles dans les yeux du début à la fin et je vous invite vivement à le lire. Vraiment, 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 parce qu'il est super chouette. Et je vais l'acheter, ça j'en suis sûre. Le prochain livre dont je vais vous parler, ça a été également un très gros coup de cœur dans un autre registre, puisqu'il s'agit de Light Lark, le premier tome de Alex Aster aux éditions Lumen. Alors il est un peu lourd donc je vais le reposer, et en plus avec les reflets je vais le reposer parce que sinon ça va être très chiant et ça risque de me faire des soucis avec le focus. Alors vous êtes sur un roman de fantasy à partir de 12 ans, très bon lecteur, 14 quand même plus sûr, et après même un adulte peut le lire et y prendre beaucoup de plaisir. Dans ce roman, faut y partir du principe que le royaume où toute l'intrigue se passe a été divisé. De base, c'est 6 royaumes en fait qui se sont livrés une guerre il y a très longtemps. Une guerre qui a été très meurtrière, et la seule façon en fait d'y mettre terme, ça a été une malédiction qui a condamné chacun des royaumes voilà, à devoir rester de son côté, à subir la malédiction en tant que telle qui réduit les pouvoirs de chacun des peuples, et à devoir participer chaque siècle à une espèce de jeu un peu à la Hunger Games, j'aurais envie de dire, mais plus codifié et plus restrictif. Je m'explique. Chaque siècle, du coup, chaque héritier du trône, puisque forcément il y a une passation, ils vivent pas éternellement non plus, chaque héritier du trône doit donc participer à ce jeu, sachant que celui-ci a pour but de mettre fin à la malédiction. En fait, chacun doit trouver un moyen de rompre celle-ci, mais que obligatoirement un dirigeant doit mourir et il embarque son peuple avec. Très sympathique, vous vous en doutez. On va suivre principalement Isla. Isla, c'est la reine du peuple des sauvages entre guillemets, avec une très mauvaise réputation, mais ça je vous laisse le soin de le découvrir. Et elle est bien décidée à changer l'ordre des choses, quitte à bouleverser un peu les règles. Je n'irai pas plus loin parce que je pense que de toute façon c'est à nouveau le genre de roman où il faut vous lancer sans trop en savoir. J'ai déjà publié quelque chose sur Instagram pour vous parler d'à quel point je aimais ce livre. Et chose rare, c'est le genre de livre où au bout de 50 pages, je savais d'office que ça allait être un très gros coup de cœur. Moins que le précédent que je vous ai présenté parce que c'est pas le même comment dire, environnement cocooning, mais le niveau originalité, niveau action, niveau rebondissement, niveau personnage, vous êtes servi du début à la fin et j'ai adoré.
chacun de ces personnages, donc chacun des royaumes, a un don en particulier, un don qui est restreint par la malédiction. Mais forcément les dirigeants, vu qu'ils doivent participer à ce jeu, ils ont quelques talents en plus qu'on découvre très progressivement, et vraiment des talents en plus pas forcément beaucoup exploités dans la littérature. Donc voilà, plein de choses neuves qui sont vraiment plaisantes à lire, un univers qui est construit, qu'on découvre quand même progressivement parce qu'on a ce postulat de base, mais on découvre qu'il y a quand même quelques petites subtilités à prendre en compte quand même en fait. Et c'est 600 pages de pur bonheur. Vraiment je me suis éclatée du début à la fin. Il y a quelques rebondissements que j'ai vu venir, mais parce que je suis le côté... Enfin moi je décortique. Voilà. Si vous prenez le livre tel quel sans chercher plus loin, vous allez être surpris, vraiment. Moi je suis quelqu'un de prise de tête. Les seuls bémols, c'est le caractère de notre héroïne qui malheureusement remplit les clichés de l'héroïne un peu versatile qui sait pas ce qu'elle veut. Et un triangle amoureux qu'on voit venir, pas forcément très utile, un peu trop rapidement mis en place, mais qui prend pas non plus toute la place en fait sur l'intrigue. C'est vraiment pas l'enjeu majeur. Pareil pour le caractère de l'héroïne, au final, elle a pas le choix que de se laisser emporter par les événements. Donc on est vraiment embarqué, on peut rapidement oublier ces éléments, c'était juste le petit point négatif pour contrebalancer. Et c'est clairement le genre de livre que j'adore vous recommander parce que je trouve qu'il a plein de bonnes qualités, qu'il est hyper original sur plein d'éléments, pas sur tout malheureusement, mais c'est pas grave, on peut pas être parfait. Et juste voilà, c'est un livre qui fait plaisir à lire et qui mérite voilà, la visibilité qu'il a eu pendant une grande période. Et j'ai envie voilà, de vous en parler également parce que ça a été une très bonne lecture. Je vais vous parler de Regarder l'orage dans les yeux de Cécile Alix aux éditions Rajo. Dans ce roman, on va suivre Pénélope. Pénélope qui est une adolescente qui a très mal vécu le divorce de ses parents. Et par conséquent, son père, elle lui parle plus. Ou en tout cas, elle l'évite, surtout depuis qu'il s'est remarié et qu'il a eu une fille avec sa compagne. Sauf que les événements vont faire que notre jeune Pénélope n'aura pas le choix que d'intégrer le domicile de son père, puisque sa mère va se lancer dans un voyage immunitaire, ce qui va contraindre la jeune adolescente à peut-être revoir son opinion sur les faits, sur ce passé qu'elle a peut-être un peu trop idéalisé. Ou en tout cas, avec son regard d'enfant, elle n'avait pas connaissance de tous les détails. Personnellement, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'avais lu d'autres livres de l'autrice. On retrouve cette justesse, cette douceur au niveau du traitement des sujets. Donc là, en l'occurrence, la séparation. On a une narratrice, donc Pénélope, qui est vraiment attachante. Elle a un franc-parler qui est présent, qui est bien ancré. Et en même temps, c'est une personne qui est dynamique, percutante dans ses réflexions sur sa vision du monde et des choses, avec un humour un peu pince sans rire qui, moi je trouve, matchait parfaitement. Une très bonne gestion entre la description des personnages, de l'intrigue en général et l'action. Parce que ça reste quand même une histoire qui bouge pas mal. Vous n'avez pas des rebondissements de fou, hein, ça reste de la tranche de vie. Mais c'est pas aussi linéaire que Charlie Vega. Là, le gros point fort dans ce roman-là, c'est que Cécile Alix va traiter notamment des relations humaines, des relations familiales, avec une douceur, une justesse, qui moi m'ont absolument conquise. Je suis sûre que pour des adolescents qui traversent la même phase que Pénélope, ça peut permettre de mettre des mots parce que vraiment, c'est une adolescente. Concrètement, elle est réaliste, on n'est pas dans les clichés, donc il y a ce côté qui fait que ça peut parler à des personnes qui sont dans la même situation. C'est le genre de roman un peu d'apprentissage où le narrateur se découvre, se comprend. Elle va ni plus ni moins que grandir et mûrir en fait au fur et à mesure du roman, puisque comme je vous l'ai dit, en fait il y a cette vision de elle enfant sur la relation de ses parents, sauf que c'était loin d'être aussi beau que ce qu'elle imaginait. Et en plus de ça, on a droit, au-delà des thématiques familiales que je vous ai mentionnées préalablement, on a droit à d'autres thématiques telles que l'orientation sexuelle, l'amitié, l'adolescence, parce que en plus de cet aspect un peu familial, Pénélope, vu qu'elle déménage, elle va aussi être amenée à se tourner vers de nouveaux amis, se créer des relations qui vont forger son identité. Donc bref, un très gros coup de cœur, et surtout après le livre de Philippe Leroy où au niveau du traitement de l'adolescence c'était vraiment pas ça. Là c'était moins un coup de cœur que celui sur Charlie Vega, mais au niveau des thématiques c'est pas forcément les thématiques qui sont le plus traitées, et donc ça peut toujours être un très bon livre à recommander
pour des personnes concernées. Et je vais terminer en beauté avec un autre livre envoyé cette fois-ci par les éditions Thierry Magnier avec La gardienne de la forêt de Nathalie Bernard que j'attendais avec impatience et j'ai été conquise du début à la fin. Alors, pour ce qui est de La gardienne de la forêt, on va être du côté du Brésil. On va suivre une toute jeune fille qui s'appelle Diana et en fait malheureusement Diana va perdre son frère qui va être assassiné de façon très violente et injuste alors que ce dernier défendait la forêt dans laquelle lui, toute sa famille, toute leur communauté évoluent. Et en fait cette forêt, vous n'êtes pas je pense sans savoir que la forêt en question souffre de déforestation et qu'il y a notamment toute une espèce de trafic avec des bûcherons illégaux qui rasent comme ça des pans entiers de la forêt dans le but d'exploiter les terres qu'ils vont ainsi défricher, quitte à malheureusement malmener l'écosystème et les habitants des lieux. Diana, elle est vraiment toute jeune, je crois qu'elle doit avoir une douzaine d'années peut-être à tout casser et pourtant elle est absolument révoltée par la situation parce que ni plus ni moins on peut rien faire. Son frère n'obtiendra pas justice par rapport à sa mort parce que les policiers sont plus ou moins de mèche avec les bûcherons en question et en fait rien ne se passe. On lui demande juste limite d'oublier ce qui s'est passé, d'aller de l'avant. Sauf que pour elle c'est absolument impossible et en fait elle va plus ou moins reprendre le combat de son frère, son actif, pour mettre au jour les actions qui sont commises par ces bûcherons et l'inaction également des instances internationales. Et en fait, elle va se servir des réseaux sociaux pour parvenir à ses fins. Et c'est le début de toute l'histoire que l'on va suivre. Et c'est vraiment un très gros coup de cœur. Au niveau de la construction du roman, on est sur des chapitres qui sont court et dynamique. Il se passe toujours quelque chose dans les chapitres, on avance toujours d'une façon ou d'une autre. Et en même temps, ces chapitres, de temps en temps, ils sont coupés par d'autres où c'est plus avoir accès aux vidéos publiées par le frère de Diana. Donc c'est souvent des retranscriptions des vidéos qu'il a pu poster, mais pas que, il y a d'autres choses également qu'on retrouve. C'est un récit également qui va être divisé en deux parties. On a une première partie qui se passe du coup du côté de l'Amazonie avec Diana qui mène son combat et en fait, au bout d'un moment, les regards se tourne vers elle et elle va être invitée en France notamment. Et on a cette deuxième partie qui se passe beaucoup plus de l'autre côté de l'océan où on donne à voir d'autres thématiques qui sont tout aussi intéressantes. Alors parmi les thématiques qui sont vraiment abordées, sans surprise, vous avez le rapport à la nature, les Premières Nations, les violences écologiques, l'inaction de l'État, des forces de l'ordre. On a également du coup, du fait de ce voyage en France, le côté rendre visible une fracture entre deux mondes, entre deux modes de vie. L'un qui s'est considérablement éloigné de la nature, qui comprend pas forcément, qui mesure pas je pense l'ampleur des enjeux actuels. Et c'est un roman qui je trouve du coup est clairement plus engagé dans l'actualité, clairement plus militant. D'entrée de jeu, voilà, vous avez accès à la violence, vous avez accès à la vérité de la situation en Amazonie ou une retranscription en tout cas. Ok, alors je n'ai plus de batterie. On va faire comme ça devrait passer. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant avec ce roman, c'est le point de vue d'un des personnages qu'on va avoir. Alors il intervient un peu avant le milieu. C'est pas le personnage central, mais en fait j'ai trouvé que son point de vue et son arrivée dans l'histoire apportaient vraiment quelque chose. C'est le point de vue de Jonathan. Jonathan en fait c'est un journaliste français qui doit réaliser un reportage justement sur l'histoire de Diana et l'histoire de l'Amazonie en général. Et lui il réalise beaucoup d'images guidées par la jeune fille qui lui montre les scènes les plus marquantes, qui lui explique vraiment la réalité des choses. Et ce dont on se rend compte progressivement c'est que le fait que ce journaliste intervienne et que les regards se portent en fait sur l'histoire de Diana, au-delà de la fracture entre la France et l'Amazonie, c'est aussi donner à voir le côté, le débat sur l'écologie, sur les enjeux de l'écologie en fait sont ouverts plus largement à l'ensemble du monde. En fait ce personnage, par sa présence déjà, par son comportement, va permettre vraiment d'aborder plein d'autres thématiques à ce propos-là. On va avoir du coup le fait que c'est au niveau mondial que l'écologie va mal, que la situation elle est dramatique. L'Amazonie est plus
visuellement frappante en termes d'enjeux, parce qu'on voit bien la diminution des forêts au fur et à mesure des années. Mais au-delà de ça, on va nous parler notamment de Greta Thunberg qui mène son propre combat, puisque Diana va mener des recherches de son côté et elle va voir qu'une autre jeune fille, pas dans la même situation qu'elle, mais est aussi engagée pour mettre au jour l'inaction des différents états et l'écologie, la nature qui est dévastée et j'en passe. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, par le biais de ces journalistes et notamment donc cet aspect où toute une partie se passe en France, il y a une autre dimension critique qui va se jouer, avec notamment le fait qu'on nous montre l'instrumentalisation de Diana comme porte-parole du coup de la cause qu'elle défend, mais aussi ce côté on veut des infos sensationnelles et dès lors qu'il se passe autre chose, on refourgue au placard l'écologie, le combat de Diana, etc. Et en plus avec des événements qui ancrent vraiment dans une réalité qui ne nous est pas si lointaine. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et bien joué de la part de l'autrice parce qu'à nouveau en fait c'est l'histoire de l'Amazonie, c'est pas que c'est un prétexte, mais ça amène un débat beaucoup plus large et beaucoup plus pertinent pour en faire une lecture qui est impactante, qui va marquer le lecteur et peut-être pourquoi pas l'amener à réagir en conséquence et à son échelle. Vous avez cette note de fin qui contextualise la naissance de l'histoire et ça ramène à tout de suite quelque chose de plus concret, au ton concret général de l'histoire et vraiment très pertinent, très intéressante à lire, donc je vous invite vraiment à lire du début à la fin ce roman. Sinon vous risqueriez de louper des informations qui sont essentielles je trouve pour que ce soit vraiment une lecture hyper impactante. Moi ça a été le cas, j'ai été transportée, vraiment, j'ai apprécié ma lecture du début à la fin. Et si aujourd'hui je vous en passe, c'est parce que vraiment ça a été un livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré en une journée parce que vraiment, déjà d'une je l'attendais et de deux je n'ai pas été déçue. Et puis j'espère que je vous aurai au moins donné envie de lire celui-ci parce que c'est parmi l'un de mes préférés de ce mois de juillet. Je vais m'arrêter là aujourd'hui avec ce point lecture qui je pense de toute façon a beaucoup trop duré. C'est un tournage un peu compliqué là, j'ai ma batterie qui a lâché son appareil photo, j'ai eu un souci de carte SD mais ça va, je garde le sourire. J'espère évidemment que la vidéo vous aura plu, que tous ces aléas de tournage ne vous ont pas trop gêné, que je vous ai donné évidemment envie de lire certaines de ces pépites de ce mois de juillet. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!